nous regardons au loin, à la recherche de la vie dans des galaxies à des centaines d'années-lumière. Mais la blague la plus cruelle de l'univers se trouve juste sous notre nez. Notre plus proche voisine, Alpha du Centaure, si brillante que vous pouvez la voir à l'œil nu. Cette lueur est pourtant si trompeuse, car sa lumière met 4,24 ans à nous parvenir. Cela signifie qu'une réponse à un message que vous enverriez prendrait au moins 8,5 ans. Mais l'ironie véritable n'est pas là. La véritable ironie, c'est qu'il faudrait 74 000 ans pour y aller avec notre fusée la plus rapide. Alors que nous cherchons un espoir lointain, nous ne réalisons pas à quel point le mur le plus proche est vraiment haut. Si vous aussi, vous voulez voir la profondeur de cette solitude ironique, alors abonnez-vous à la chaîne. Et car maintenant, je vais vous montrer à quoi ce mur ressemble réellement. Chaque manuel d'astronomie vous dira que le système stellaire le plus proche est Alpha du Centaure. Il précisera qu'il se trouve à seulement 4,24 années-lumière. Ce chiffre semble petit, gérable. Mais c'est une illusion, et c'est l'une des illusions les plus dangereuses de la science spatiale. Car ce chiffre n'est pas petit. Ce chiffre n'est pas gérable. Ce n'est même pas une première étape raisonnable. Ce chiffre dissimule une distance si colossale que le cerveau humain peine à la traiter honnêtement. Commençons maintenant à briser cette illusion. C'est pourquoi vous devez comprendre le premier concept, la tromperie du mot « le plus proche ». Dans le langage courant, le plus proche signifie l'accessibilité. Si le supermarché le plus proche est un endroit où vous pouvez aller en voiture, l'hôpital le plus proche est un endroit que vous pouvez atteindre en cas d'urgence. Mais, en astronomie, ce mot perd son sens, car Proxima du Centaure est à 4,24 années-lumière de nous. Alpha du Centaure A et B se trouvent un peu plus loin, à environ 4,34 années-lumière. La différence est d'environ 1/10 d'année-lumière. Cela vient du fait que l'orbite géante de Proxima se trouve du côté qui nous fait face. Mais ce mot « as », le plus proche, résonne comme une invitation. Il donne l'impression que c'est notre prochaine étape. Pourtant, en astronomie, le plus proche ne signifie pas accessible. Cela signifie seulement le moins inaccessible. Cette distinction est cruciale, et car cette illusion nous empêche de saisir la véritable difficulté du voyage interstellaire. Elle fait paraître l'impossible, simplement difficile. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que Proxima du Centaure est proche. Nous pouvons seulement dire qu'elle est moins éloignée que tout le reste. Mais, ce qui est vraiment choquant, c'est ce que même cette distance moins éloignée signifie. Car notre deuxième concept est directement lié à cela. L'échelle réelle d'une année-lumière. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. La lumière se déplace à environ 299 792 km par seconde. C'est la limite de vitesse absolue dans l'univers. Pensez-y. La lumière peut faire le tour de la Terre 7,5 fois en une seule seconde. Elle atteint la Lune en seulement 1,3 secondes. Soit il lui faut environ 8 minutes et 22 secondes pour atteindre le Soleil. Mais est-ce même un photon de lumière à cette vitesse incroyable, mais 4 ans et environ 3 mois pour atteindre l'étoile la plus proche? Proxima du Centaure. C'est pourquoi une année-lumière elle-même représente environ 9,46 billions de kilomètres. Lorsque vous multipliez ce nombre par 4,24, la distance jusqu'à Proxima du Centaure est d'environ 40,23
24 billions de kilomètres. En chiffres, cela s'écrit 40 milliards, 100 milliards de kilomètres. Ces chiffres dépassent la compréhension intuitive. Mais, sans contexte, ils restent abstraits. C'est pourquoi nous devons faire une comparaison. Nous arrivons donc au troisième et peut-être plus effrayant concept, le vide interstellaire lui-même. La distance entre les étoiles n'est pas seulement grande, car elle est vide à un point auquel rien sur Terre ne peut vous préparer. La densité moyenne de l'espace interstellaire dans notre région de la galaxie est de seulement 1 atome par centimètre cube. C'est un vide si profond que les meilleures chambres à vide de laboratoire sur Terre sont des millions de fois plus denses. Entre ici et Proxima du Centaure, il n'y a presque rien, aucun nuage de gaz important, aucune planète errante que nous ayons détectée, aucun astéroïde ou comète, aucun point de passage, aucun panneau de signalisation, juste un vide presque parfait qui s'étend sur 40 billions de kilomètres. Pour comprendre cette échelle, imaginez que vous réduisez tout le système solaire. Le Soleil serait un ballon de basket posé sur la ligne médiane d'un terrain de football. À cette échelle, la Terre serait un petit grain de sable à environ 26 mètres de distance. Neptune, la planète majeure la plus éloignée, serait un petit caillou à environ 750 mètres de ce ballon de basket. L'objet artificiel le plus éloigné, Voyager 1, après près de 50 ans de voyage ininterrompu, ne serait qu'une poussière microscopique à seulement 4,5 km de ce ballon de basket. Alors, où serait Proxima du Centaure à cette échelle? Un autre ballon de basket, SPO, situé à environ 7000 km de distance. C'est à peu près la distance entre New York et Rome. Tout ce que l'humanité a jamais visité, ou vers quoi elle a envoyé une sonde, tient dans un rayon de quelques kilomètres autour de ce premier ballon de basket. Mais l'étoile la plus proche est sur un autre continent. Et entre ces deux ballons de basket, Mosahoen, sur cette distance de 7000 km à l'échelle, il n'y a absolument rien. Voilà la vérité que cache l'expression 4,24 années-lumière. Elle ressemble à un chiffre sur lequel on peut travailler. Mais, en réalité, c'est un gouffre. Maintenant, vous comprenez. Le mot « le plus proche » est une tromperie. Le concept d'année-lumière est d'une grandeur ahurissante, et le vide entre les deux est d'une désolation inimaginable. Mais, tous ces chiffres, toutes ces analogies, ne suffisent pas à décrire la véritable horreur de la distance. Car, pour comprendre pourquoi, Alpha du Centaure n'est pas seulement lointaine, mais terriblement lointaine, nous devons cesser de mesurer et commencer à agir. Nous devons nous demander ce qui se passe lorsque vous pointez un véritable vaisseau spatial vers l'étoile la plus proche et que vous mettez les gaz à fond, autant que la technologie actuelle le permet. C'est là que la vraie terreur commence. Car si nous prenons notre vaisseau spatial le plus rapide, Voyager 1, c'est pourquoi nous devons commencer à briser cette illusion avec la conversion la plus fondamentale. Car une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an à une vitesse d'environ 299 792 km par seconde. La lumière couvre donc une distance d'environ 9,46 billions de kilomètres en un an. Mais lorsque vous multipliez ce nombre par 4,24, la distance jusqu'à Proxima du Centaure se révèle être d'environ 40,1 billions de kilomètres. Exprimé en lettres, ce nombre est d'environ 40 billions 100 milliards de kilomètres, car ces chiffres sont déjà au-delà de la compréhension intuitive. Mais ils semblent encore abstraits. C'est pourquoi
nous devons leur construire un contexte, et nous le ferons avec la seule vitesse que chaque être humain comprend intuitivement comme étant rapide, c'est-à-dire la lumière. La lumière est la chose la plus rapide de l'univers, car rien qui transporte de la masse ne peut aller plus vite qu'elle. Un faisceau de lumière parcourt la distance de la Terre à la Lune en seulement 1,3 secondes. Mais il lui faut environ 8 minutes et 20 secondes pour atteindre le Soleil. Il traverse l'orbite de la planète la plus externe, Neptune, en environ 4 heures. La lumière est si rapide qu'elle peut faire le tour de la Terre 7,5 fois en une seule seconde. Il n'y a donc pas de vitesse plus extrême, pas de vélocité plus absolue. Mais, même cette vitesse absolue met 4 ans et environ 3 mois pour atteindre Proxima du Centaure. Pensez-y. Un photon quittant la Terre en ce moment même se déplace à la vitesse maximale absolue, autorisée par la physique. Mais, il n'atteindra l'étoile la plus proche qu'après l'année 2028. Si vous pointiez une lampe de poche vers Proxima du Centaure ce soir, le premier photon de cette lampe arriverait là-bas après la tenue des prochains Jeux olympiques, car c'est la traversée la plus rapide possible. Rien avec une masse ne peut atteindre cette vitesse. Rien de ce que les humains ont fabriqué ne s'en est même approché. Essayons maintenant de saisir le vide qui remplit ces 4,24 années-lumière. Car l'espace entre les étoiles n'est pas seulement grand. Il est vide à un point auquel rien sur Terre ne peut vous préparer. La densité moyenne de l'espace interstellaire dans notre région de la galaxie est d'environ 1 atome par centimètre cube. C'est un vide si profond que les meilleures chambres à vide de laboratoire sur Terre sont des millions de fois plus denses. C'est pourquoi, d'ici à Proxima du Centaure, il n'y a presque rien. Pas de nuages de gaz importants. Pas de planètes errantes que nous ayons détectées. Pas d'astéroïdes. Pas de comètes. Aucun point de passage. Aucun panneau. Juste un vide presque parfait qui s'étend sur 40 billions de kilomètres. Pour comprendre cette échelle, imaginez que vous réduisez tout le système solaire. Le Soleil serait un ballon de basket posé sur la ligne médiane d'un terrain de football. À cette échelle, la Terre serait un petit grain de sable à environ 26 mètres de distance. Jupiter serait une bille à environ 130 mètres. La planète la plus éloignée, Neptune, serait un petit caillou à environ 750 mètres de ce ballon de basket. Mais l'objet artificiel le plus éloigné. Voyager, 1. Après près de 50 ans de voyage ininterrompu, ne serait qu'une particule microscopique à seulement 4,5 km de ce ballon. C'est pourquoi, à cette échelle, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, serait un autre ballon de basket situé à environ 7000 km de distance. C'est à peu près la distance entre Istanbul et Berlin. C'est que tout le système solaire, tout ce que l'humanité a jamais visité ou vers quoi elle a envoyé une sonde, tient dans un rayon de quelques kilomètres autour de ce ballon de basket. Mais l'étoile la plus proche est sur un autre continent. Et entre ces deux ballons de basket, sur cette distance de 7000 km à l'échelle, il n'y a rien. Ni structure, ni aire de repos, ni objectif intermédiaire, juste un vide équivalent à traverser l'océan Atlantique et la majeure partie de l'Europe occidentale avec rien d'autre que le vide absolu sous vous. C'est la vérité que cache l'expression 4,24 années-lumière. Mais cette vérité est en réalité un gouffre. Il y a une autre façon de comprendre ce vide. Pensez au signal que nous utilisons pour communiquer avec notre vaisseau spatial le plus éloigné, lancé en 1977.
Voyager 1 est actuellement l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. Début 2026. Il se trouve à environ 172 unités astronomiques du Soleil. C'est à peu près 25,7 milliards de kilomètres. Un signal radio, envoyé depuis la Terre, met près de 24 heures pour atteindre Voyager 1. Car Voyager 1, après près de 50 ans de voyage, est sur le point d'atteindre le point où un message envoyé de la Terre met une journée entière à arriver. Mais Proxima du Centaure est à environ 1550 jours-lumière. Voyager 1, après près de 50 ans de voyage, n'a parcouru que 0,06% de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Si vous traciez une ligne sur un terrain de football, représentant toute la distance jusqu'à Proxima du Centaure, la progression de Voyager depuis 1977 ne serait qu'une marque de 6 cm à une extrémité du terrain. La largeur de vos 2 doigts sur une ligne de 100 mètres. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'arithmétique simple. C'est pourquoi le vide interstellaire n'est pas un vide comme un océan, car l'océan a des courants, des îles et des systèmes météorologiques qui divisent la distance en morceaux gérables. Mais le vide interstellaire n'offre rien de tout cela. Nous connaissons les chiffres, nous connaissons la distance en kilomètres, en unités astronomiques et en années-lumière. Nous savons combien de temps il faut à la lumière pour traverser ce vide. Nous savons quelle infime partie de ce vide notre vaisseau spatial le plus rapide a parcouru en un demi-siècle de vol. Nous savons que le vide est désolé et sans caractéristiques. Mais les chiffres seuls ne peuvent pas transmettre ce que cette distance signifie pour une mission réelle. Pour comprendre pourquoi Alpha du Centaure n'est pas seulement lointaine, mais terriblement lointaine, nous devons cesser de mesurer et commencer à agir. Nous devons nous demander ce qui se passe lorsque vous pointez un véritable vaisseau spatial vers l'étoile la plus proche et que vous le poussez à la vitesse maximale autorisée par la technologie actuelle. Car c'est là que la vraie terreur commence. Maintenant, faisons quelque chose que la plupart des discussions sur Alpha du Centaure évitent. Cessons de parler de la distance comme d'un chiffre, et traitons-la comme un problème d'ingénierie. Pas un problème théorique. Des vaisseaux spatiaux réels, des vitesses réelles, des sources d'énergie réelles. Car dès que vous faites cela, la distance se transforme d'un chiffre abstrait sur une page, en quelque chose de physiquement hostile. Et c'est là que le VRA choc commence. L'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais envoyé sur une orbite hors du système solaire est Voyager 1. Après avoir terminé sa mission d'étude de Jupiter et Saturne, il a continué vers l'extérieur. Il a utilisé l'assistance gravitationnelle des 2 planètes géantes pour augmenter sa vitesse à environ 17 km par seconde. C'est à peu près 61 200 km par heure. 17 km par seconde est rapide selon toutes les normes humaines, et c'est plus de 15 fois la vitesse d'une balle de fusil. Mais dirigeons-le maintenant vers Proxima du Centaure. La distance est d'environ 4,24 années-lumière, ce qui représente 40 billions de kilomètres. Il faudrait environ 74 000 ans à Voyager 1 pour parcourir cette distance. 74 000 ans. Ce n'est pas une durée de voyage, c'est une ère géologique, car il y a 74 000 ans, les humains modernes n'avaient pas encore quitté l'Afrique en nombre significatif. La dernière période glaciaire n'avait pas encore atteint son apogée. Il n'y avait pas d'agriculture, pas d'écriture. C'est pourquoi les villes, les nations, les empires, toute la civilisation enregistrée
occupe une fenêtre d'environ 5000 à 6000 ans. Il faudrait plus de 12 fois cette durée à voyager pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est une échelle de temps impossible pour la planification de missions. Mais qu'en est-il d'un vaisseau spatial plus moderne, plus rapide? Maintenant, le vrai choc arrive. La sonde solaire, Parker, est présentée comme le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit. Or, lors de ses passages rapprochés du Soleil, elle a atteint des vitesses dépassant 186 km par seconde. C'est 11 fois plus rapide que Voyager 1. Cela semble être une percée. Mais ça ne l'est pas, car la vitesse extrême de Parker ne se produit qu'au point le plus bas de son orbite, profondément dans le puits de gravité du Soleil. Elle ralentit considérablement en remontant vers l'extérieur. C'est pourquoi elle ne peut pas maintenir cette vitesse. Mais supposons hypothétiquement que Parker puisse maintenir sa vitesse de pointe de 190 km par seconde pendant toute une traversée interstellaire. La durée du voyage serait encore d'environ 6700 ans. C'est plus long que toute l'histoire humaine enregistrée, plus long que le temps écoulé depuis l'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Et cela, en utilisant une vitesse qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais maintenue et qu'aucune technologie actuelle ne peut conserver. C'est pourquoi les mathématiques sont impitoyables. À 100 km par seconde, le voyage dure environ 12 700 ans. Même à 1000 km par seconde, la traversée prendrait environ 1260 ans. Même ces vitesses semblent impossibles. Quelle que soit la vitesse que vous essayez, la réponse revient en siècles ou en millénaires. La distance ne négocie pas. Le problème n'est pas seulement que le voyage est long. Le vrai problème, c'est qu'aucune partie d'un vaisseau spatial ou d'une architecture de mission ne peut survivre à ces durées. C'est une mission impossible pour l'ingénierie. Chaque vaisseau spatial a une durée de vie structurelle finie, et les sondes. Voyager montre des signes de vieillissement après moins de 50 ans. Mais imaginez demander à un vaisseau spatial de survivre pendant 74 000 ans. Ce n'est pas un défi d'ingénierie difficile, c'est de l'absurdité. Aucun matériau produit par l'homme ne peut maintenir son intégrité pendant cette durée sans maintenance. Aucun système électronique ne peut fonctionner sans panne pendant des milliers d'années. Car chaque technologie de puissance que nous avons s'épuise sur des échelles de temps bien plus courtes que le temps de traversée vers Alpha du Centaure. Mais qu'en est-il de la communication? Voyager transmet actuellement des données à la Terre à un débit de 160 bits par seconde, car il utilise un émetteur de 23 watts. La puissance du signal diminue avec le carré de la distance. C'est pourquoi, à la distance d'Alpha du Centaure, le signal du même émetteur serait environ 2,4 millions de fois plus faible. Aucun radiotélescope actuel ne pourrait le détecter. La loi en carré inverse est impitoyable. C'est pourquoi cette mission n'aurait pas dû exister. Mais simple. Et si nous envoyions un vaisseau plein de gens? Un vaisseau générationnel? Cette idée s'effondre aussi sous l'examen, car un voyage de 74 000 ans en milieu fermé doit maintenir la diversité génétique. Les recherches en génétique des populations suggèrent qu'une population minimale, viable pour un voyage multigénérationnel, devrait comprendre des milliers de personnes. Peut-être 4 000 à 5 000 individus. Ce n'est pas un équipage. C'est une petite ville, et cette ville doit fonctionner sans aucune contribution extérieure pendant 74 000 ans. C'est impossible. Biosphère 2. La tentative la plus ambitieuse de créer un habitat fermé sur Terre a connu un épuisement critique de l'oxygène
et des pénuries de récoltes au cours de ces 2 premières années. Les défis sociaux auxquels un vaisseau générationnel serait confronté seraient encore pires. Sur 74 000 ans, chaque effondrement social imaginable ne serait pas seulement possible. Il serait statistiquement inévitable. C'est pourquoi le résultat de nos explorations avec la technologie actuelle est clair. La distance ne bat pas seulement nos machines, elle bat aussi notre espèce. Aux vitesses actuelles, la traversée est trop longue pour l'électronique, trop longue pour les matériaux, trop longue pour les institutions et trop longue pour les populations humaines confinées dans des habitats artificiels. Seul le problème n'est pas une question d'ingénierie ou de volonté. C'est une question de temps. Mais, et si nous pouvions aller plus vite? Pas un peu plus vite, ni 10 fois plus vite. Et si nous pouvions aller des milliers de fois plus vite? Que se passerait-il si nous atteignions des fractions significatives de la vitesse de la lumière? C'est la promesse des concepts de propulsion les plus ambitieux jamais proposés. Et cette promesse apporte avec elle une nouvelle catégorie de problèmes, aussi effrayants que les échelles de temps elles-mêmes. Car à mesure que la vitesse augmente, et à mesure que la vitesse augmente, non seulement les temps de voyage se raccourcissent, mais une série de problèmes entièrement nouveaux et plus effrayants apparaissent. Supposons que vous atteigniez 1% de la vitesse de la lumière, 3000 km par seconde. C'est 176 fois plus rapide que Voyager 1. À cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure durerait environ 424 ans. C'est passer d'une ère géologique à une ère historique. Mais c'est encore plus long qu'une vie humaine. Et 20% de la vitesse de la lumière, 60 000 km par seconde. C'était la vitesse visée par le projet Breakthrough Starshot, annoncé en avril 2016, une traversée vers Proxima du Centaure en 21 ans, et avec l'arrivée des premières données sur Terre, un total de 25 ans. Cette échelle de temps semble enfin compréhensible. C'est la vitesse à laquelle le voyage interstellaire commence à paraître possible sur le papier. Et c'est précisément là que la couche suivante de problèmes se révèle. Car Breakthrough Starshot était la tentative de voyage interstellaire la plus ambitieuse de l'histoire. L'idée était élégante. Construire un réseau de lasers d'une puissance combinée allant jusqu'à 100 gigawatts. Lancer en orbite des milliers de sondes à l'échelle du gramme, chacune attachée à une voile réfléchissante d'1 mètre. Ensuite, pointer le laser sur chaque voile pendant environ 10 minutes. Cela pousserait le petit engin à 20% de la vitesse de la lumière par pure pression de radiation. Les sondes flotteraient vers Alpha du Centaure en environ 20 ans. Mais, en septembre 2025, le projet semblait être à l'arrêt pour une durée indéterminée, car seulement 4,5 millions de dollars sur les 100 millions de dollars promis avaient été dépensés. Aucun prototype de réseau laser n'avait été construit. Ce n'était pas un échec, c'était un jugement sur l'ampleur du défi. Mais, les difficultés de Breakthrough. Starshot n'étaient que les premières fissures d'un mur plus fondamental. Car le vrai problème était le mur de l'énergie. L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Si vous doublez la vitesse, le besoin en énergie est quadruplé. Pour accélérer une charge utile d'un seul kilogramme à seulement 1% de la vitesse de la lumière, soit 3000 km par seconde, il faut environ 4,5 billions de joules d'énergie cinétique. C'est à peu près l'énergie libérée par un kilotonne de TNT. Mais, maintenant, mettez cela à l'échelle
pour un vaisseau spatial de 1000 kg. Cela équivaut à 1 mégatonne de TNT, une arme thermonucléaire à grande échelle, à 10% de la vitesse de la lumière. Le besoin en énergie dépasse 107 mégatonnes. C'est plus que la plus grande arme thermonucléaire jamais testée. Ces chiffres ne sont pas spéculatifs, car ils proviennent directement de l'équation E égale 1/2 mv², l'équation la plus fondamentale de la mécanique classique. C'est pourquoi le coût énergétique n'est pas un mystère. C'est une certitude mathématique, et cette certitude est dévastatrice. C'est la raison pour laquelle la propulsion n'est pas seulement un problème d'ingénierie attendant une solution intelligente. C'est un problème intégré dans la structure fondamentale de la physique. L'équation de l'énergie cinétique est là, et elle fixe une base énergétique qu'aucune technologie ne peut contourner. Et maintenant, vient peut-être la vérité la plus impitoyable de toute la discussion. L'énergie n'est que la moitié du problème de la vitesse, car il y a une seconde moitié, et elle pourrait être encore plus dévastatrice que la première. C'est le problème de l'arrêt. Chaque chiffre énergétique discuté jusqu'à présent suppose une accélération unidirectionnelle. Mais, si vous voulez entrer en orbite autour d'une étoile ou d'une planète, vous devez ralentir. Et le ralentissement, dans l'arithmétique impitoyable de la fuséologie, n'est pas un petit ajout au budget énergétique. Il double au moins le budget. Mais, dans des conditions réalistes, la pénalité est bien pire qu'un simple doublement. La raison est l'équation de la fusée de Tsiolkovsky. Cette équation stipule que la vitesse qu'une fusée peut atteindre dépend de la vitesse d'éjection de son carburant et du rapport entre sa masse totale au lancement et sa masse après l'épuisement du carburant. Un vaisseau spatial qui doit ralentir doit transporter suffisamment de carburant, non seulement pour atteindre sa vitesse de croisière, mais aussi pour annuler complètement cette vitesse à l'arrivée. Mais le carburant nécessaire pour le ralentissement doit lui-même être transporté pendant la phase d'accélération. C'est pourquoi vous devez également amener ce carburant à la vitesse de croisière. Cette masse de carburant supplémentaire nécessite encore plus de carburant pour l'accélérer. L'équation de la fusée combine cette pénalité de manière exponentielle. C'est pourquoi Breakthrough Starshot a choisi une architecture de survol, car ralentir était impossible. Ralentir une sonde de quelques grammes de 20% de la vitesse de la lumière nécessiterait une masse de carburant si énorme que tout le concept s'effondrerait. Ainsi même, les projets les plus ambitieux, qui promettent des vitesses incroyables, se heurtent soit à d'énormes murs d'ingénierie, soit aux lois fondamentales et impitoyables de la physique. Les coûts énergétiques sont à l'échelle de la civilisation. S'arrêter est encore plus difficile que de partir. Et tout cela pour la cible la plus facile. Breakthrough Starshot, la propulsion par impulsion nucléaire. Le projet Daedalus. N'était-il que des rêves sur papier? Ou y avait-il une logique d'ingénierie réelle et concrète derrière eux? Comment ces systèmes fonctionneraient-ils exactement? Quels étaient les détails techniques qui les rendaient si prometteurs et en même temps si impossibles? Il est temps d'ouvrir le capot de ces moteurs. Alors, comment ces moteurs fonctionneraient-ils exactement? Quels étaient les secrets techniques derrière ces systèmes de propulsion révolutionnaires qui réduisaient les durées de dizaines de milliers d'années à des décennies? Jusqu'à présent, nous avons parlé de découvertes choquantes et de calendriers impossibles. Mais, maintenant, il est temps d'ouvrir le capot de ces moteurs. Nous ralentissons la vitesse. Car
comprendre comment ces technologies fonctionnent révèle pourquoi le voyage vers Alpha du Centaure n'est pas seulement un problème de distance, mais aussi un problème fondamental de physique et d'ingénierie. Et plongeons maintenant dans le cœur mécanique de ces rêves sur papier. Notre premier arrêt est l'une des versions les plus avancées et les plus prometteuses de la technologie actuelle, la propulsion ionique. On peut comparer les fusées chimiques traditionnelles à des bouches d'incendie. Elles créent une poussée énorme en quelques secondes ou minutes, puis se taisent. Mais un moteur ionique est plutôt comme un tuyau d'arrosage laissé ouvert pendant des mois, voire des années. La poussée qu'il crée est incroyablement faible. Elle n'exerce pas plus de force que de tenir un morceau de papier dans votre main. Mais il applique cette faible poussée en continu, pendant des semaines, des mois, des années, car un moteur ionique ne brûle pas de carburant. Il accélère le carburant, et le processus commence généralement en prenant les atomes d'un gaz noble comme le xénon. Ces atomes sont injectés dans une chambre et bombardés d'électrons. C'est pourquoi les atomes qui perdent leurs électrons se transforment en ions chargés positivement. C'est là que la magie opère. Ces ions sont accélérés à des vitesses énormes vers l'arrière du vaisseau spatial par un champ électrique puissant. La vitesse d'éjection de ces ions peut atteindre 30 à 50 km par seconde. C'est environ 10 fois la vitesse d'éjection d'une fusée chimique. Le vaisseau spatial Dawn de la NASA a utilisé cette technologie pour accélérer lentement, mais sûrement pendant des années, et a réussi à se mettre en orbite autour de 2 corps célestes différents dans le système solaire. C'est un exploit presque impossible avec des fusées chimiques. Mais la propulsion ionique a une limite. Même des concepts plus avancés comme Vasimer ne peuvent pas pousser les vitesses d'éjection bien au-delà de 100 km par seconde. C'est pourquoi le voyage vers Alpha du Centaure prendrait encore plus de 12 000 ans. Les moteurs ioniques sont une révolution pour naviguer dans le système solaire, car ils sont incroyablement économes en carburant. Mais ils ne peuvent pas fournir la vitesse pure nécessaire pour traverser le vide interstellaire. Ils sont des marathoniens. Mais nous avons besoin d'un sprinter. Cela nous amène à l'un des systèmes de propulsion les plus brutaux et les plus puissants jamais conçus. La propulsion par impulsion nucléaire, c'est-à-dire le projet Orion. La logique derrière ce concept est totalement dépourvue d'élégance subtile. Mais celle, elle est incroyablement efficace. On peut comparer le projet Orion à pousser un skateboard géant en faisant exploser continuellement des feux d'artifice derrière lui. Sauf que dans cet exemple, les feux d'artifice sont de petites bombes nucléaires. L'idée a été développée à la fin des années 1950 et était d'une simplicité choquante. Une plaque métallique géante et épaisse, la plaque de poussée, est montée à l'arrière du vaisseau spatial. Le vaisseau éjecte à intervalles réguliers de petites bombes nucléaires spécialement conçues derrière lui. Chaque fois qu'une bombe explose, l'onde de plasma et de rayonnement qui en résulte frappe la plaque de poussée, appliquant une impulsion énorme vers l'avant au vaisseau. Ce processus se répète plusieurs fois par seconde. Chaque explosion donne un coup de pied au vaisseau vers l'avant, offrant une accélération continue et puissante. Les calculs théoriques montraient qu'un vaisseau de type Orion pourrait potentiellement atteindre 3 à 5% de la vitesse de la lumière. 3% C, 5% C. Cette vitesse réduirait le voyage vers Proxima du Centaure à une durée d'environ 85 à 140 ans. C'est une réduction incroyable par rapport à 74 000 ans.
Orion avait trouvé un moyen d'échapper à la tyrannie de l'équation de la fusée de Tsiolkovsky, car son carburant, les bombes nucléaires, était l'un des matériaux à la plus haute densité d'énergie de l'univers. Une bombe de quelques kilogrammes transportait l'énergie de milliers de tonnes de carburant chimique. Il n'y avait donc pas besoin de réservoirs de carburant géants. Arjacha Mess. Le projet. Orion n'a jamais été construit, car le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 a interdit les explosions nucléaires dans l'espace. De plus, les défis d'ingénierie pour construire une plaque de poussée capable de résister à des explosions nucléaires successives étaient colossaux. C'est pourquoi Orion est resté dans l'histoire comme un rêve sur papier, interdit mais incroyablement puissant. Passons de la force brute du projet Orion à un concept plus élégant mais encore plus difficile. Le projet Daedalus et son cœur, la propulsion par fusion. Si Orion était un moteur à ondes de choc alimenté par des bombes nucléaires, Daedalus est un soleil miniature enfermé dans un moteur. Ce concept a été développé dans les années 1970 par la British Interplanetary Society comme une étude de conception. Son but était de prouver théoriquement que le voyage interstellaire n'était pas impossible dans le cadre des lois connues de la physique. Le moteur de Daedalus représentait le summum de la propulsion à réaction. Son principe de fonctionnement était basé sur la fusion thermonucléaire contrôlée. Le moteur injecterait de petites pastilles de combustible composées d'isotopes de deutérium et d'hélium-3 dans une chambre de réaction. Ces pastilles seraient bombardées par de puissants faisceaux d'électrons, les portant à des températures et des pressions extrêmement élevées en une millionième de seconde. Dans ces conditions, les pastilles subiraient une fusion thermonucléaire, explosant comme des bombes à hydrogène miniatures. Ce processus se répéterait environ 250 fois par seconde. L'énergie colossale et le plasma à haute vitesse de chaque micro-explosion de fusion seraient dirigés par une tuyère magnétique et expulsés à l'arrière du vaisseau spatial. La vitesse d'éjection de ce plasma pourrait théoriquement atteindre 10 000 km par seconde. C'est un niveau que même Orion ne pouvait imaginer. Daedalus était conçu pour accélérer une charge utile scientifique d'environ 450 tonnes à environ 12% de la vitesse de la lumière. 12% c. À cette vitesse, le voyage vers l'étoile de Barnard, à environ 6 années-lumière, prendrait environ 50 ans. Le voyage vers Proxima du Centaure serait réduit à seulement 36 ans. C'était enfin une mission réalisable en une vie humaine. Mais Daedalus est toujours resté une étude sur papier, car les défis d'ingénierie étaient extrêmes. La fusion contrôlée au rythme requis, pellets, 250 tirs par seconde, n'a jamais été réalisée dans aucun laboratoire. Son carburant, l'hélium-3, est extrêmement rare sur Terre. La source la plus accessible est la surface de la Lune. Mais rassembler suffisamment de carburant pour une seule mission nécessiterait le traitement de millions de tonnes de sol lunaire. Le vaisseau spatial lui-même serait un géant de 54 000 tonnes métriques à plein carburant. C'est plus grand qu'un porte-avions. Daedalus a prouvé le principe. Mais il n'a pas résolu le problème. La propulsion ionique, l'impulsion nucléaire et les moteurs à fusion. Ils étaient tous basés sur des principes différents. Mais ils avaient tous un point commun très important. Ils étaient tous esclaves de l'équation de la fusée de Tsiolkovsky, car ils fonctionnaient tous en expulsant un carburant, une masse de réaction, qu'ils devaient transporter avec eux.
Cela signifiait que, quelle que soit leur efficacité, ils étaient limités par leur rapport de masse. Pour plus de vitesse, il fallait des quantités de carburant exponentiellement plus grandes. Mais, et si nous n'avions pas à transporter de carburant du tout? Et si la force qui poussait un vaisseau spatial ne venait pas du vaisseau lui-même, mais de milliards de kilomètres de distance, de la Terre? Cette idée promettait de se débarrasser complètement de la pénalité de masse imposée par le carburant. Et cela ouvrait la porte au concept de propulsion interstellaire, le plus élégant, le plus futuriste et peut-être le plus difficile jamais imaginé. Nous entrons maintenant dans le monde de la propulsion sans masse, et cette idée est la clé pour échapper à la tyrannie de l'équation de la fusée. La propulsion sans masse. Car si vous éliminez l'obligation pour un vaisseau spatial de transporter son propre carburant, vous changez toute l'équation. Vous n'êtes plus limité par la quantité de carburant qu'un vaisseau peut transporter, mais par la quantité d'énergie que vous pouvez lui transférer. C'est une approche qui change fondamentalement de paradigme. Et l'exemple le plus connu, le plus élégant de cette approche, ce sont les voiles solaires, la technologie même qui était au cœur du projet Breakthrough Starshot. Pour comprendre comment fonctionne une voile solaire, imaginez un petit voilier au port. Mais ce voilier n'est pas poussé par le vent, mais par une lance à incendie incroyablement puissante, actionnée depuis la rive. Genre, à mesure que l'eau de la lance frappe la voile, elle pousse le bateau vers l'avant. La voile solaire fonctionne exactement sur ce principe. Sauf qu'au lieu de l'eau, elle utilise les photons d'un faisceau laser géant, tiré depuis la Terre ou l'orbite. Les photons n'ont pas de masse. Mais ils ont une quantité de mouvement. Lorsqu'un photon frappe une surface réfléchissante, la voile solaire, il transfère une partie de sa quantité de mouvement à la voile. Mais si le photon est parfaitement réfléchi par la surface, tout comme une boule de billard rebondissant sur une bande, il transfère près du double de sa quantité de mouvement à la voile. C'est la force connue sous le nom de pression de radiation. La poussée d'un seul photon est presque nulle. Mais lorsque vous concentrez des billions et des billions de photons par seconde sur la voile, cette poussée s'accumule pour devenir une force significative. Le projet Breakthrough Starshot visait à pousser ce principe à son extrême. Le projet prévoyait un système de laser à réseau phasé géant, réparti sur la surface de la Terre, capable de produire jusqu'à 100 gigawatts de puissance. C'est plus que les besoins électriques totaux d'une grande ville. Ce laser colossal serait focalisé sur une voile ultra mince de quelques mètres de large, attaché à une sonde Starship de quelques grammes en orbite. Lorsque le laser serait tiré sur la voile, pendant environ 10 minutes, il pousserait le vaisseau avec une accélération de dizaines de milliers de grains, c'est-à-dire des dizaines de milliers de fois la force de la gravité. Non, cette poussée continue et puissante accélérerait la petite sonde à 20% de la vitesse de la lumière, 20% c, soit 60 000 km par seconde. L'aspect le plus révolutionnaire de cette technologie est qu'elle échappe complètement à l'équation de la fusée, car la sonde ne transporte pas de carburant. La source d'énergie est sur Terre. C'est pourquoi la masse du vaisseau peut rester incroyablement faible. Et des vitesses beaucoup plus élevées peuvent être atteintes avec la même énergie. La voile solaire offre un raccourci pour le voyage interstellaire. Mais ce raccourci nécessite la construction de l'un des plus grands projets d'ingénierie de l'histoire de l'humanité. Mais accélérer un vaisseau spatial à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde
n'est que la première moitié de l'équation, car la seconde moitié, et peut-être la plus difficile, est de l'arrêter. L'accélération est un problème d'énergie. Mais le ralentissement est un problème d'énergie et de rapport de masse. Toute cette énergie colossale que vous avez utilisée pour accélérer, vous devez la dissiper d'une manière ou d'une autre à votre destination. C'est comme une voiture allant à 200 km/h vers un mur de briques. Atteindre le mur est un succès. Mais survivre à l'arrivée requiert un ensemble de compétences totalement différents. Pour les fusées, ralentir signifie allumer les moteurs en sens inverse. C'est pourquoi vous devez transporter non seulement le carburant nécessaire pour accélérer, mais aussi le carburant nécessaire pour ralentir. Mais c'est là que la logique impitoyable de l'équation de la fusée de Tsiolkovsky entre en jeu. Le carburant de décélération doit lui-même être transporté pendant la phase d'accélération, ce qui augmente la masse totale. Pour accélérer cette masse accrue, il faut plus de carburant d'accélération, ce qui augmente encore la masse totale. C'est un cercle vicieux. C'est un cauchemar qui augmente le rapport de masse de manière exponentielle. C'est pourquoi une mission visant à atteindre 10% de la vitesse de la lumière, 10% c, puis à ralentir, peut avoir un rapport carburant / charge utile de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Cela signifie que votre vaisseau spatial est presque entièrement composé de carburant. La charge utile scientifique ne représentant qu'une infime fraction de la masse totale, un breakthrough. Starshot a choisi d'ignorer ce problème, car il n'y avait pas de solution. Il a planifié une mission de survol. Tout système de propulsion embarqué pour ralentir une sonde de quelques grammes augmenterait tellement la masse du vaisseau qu'il annulerait tout l'avantage de sa légèreté. Le laser sur Terre peut vous pousser. Mais il n'y a pas de laser à Alpha du Centaure pour vous pousser dans l'autre sens. C'est pourquoi le problème du ralentissement divise les missions interstellaires en deux catégories. Les survols rapides, qui ne font que dire « bonjour » un instant, et les missions orbitales, qui peuvent vraiment rester et explorer. Et la différence d'énergie entre les deux peut être d'un facteur 10 ou plus. Et maintenant, un autre problème implacable posé par la vitesse. Il ne concerne ni les moteurs ni le carburant. Il concerne la loi la plus fondamentale de la physique. Le fait que la vitesse de la lumière soit finie. Et cela crée le problème du délai de communication. La lumière met exactement 4,24 ans pour atteindre la Terre depuis Alpha du Centaure. Cela signifie qu'une réponse à un message envoyé prendra au moins 8,48 ans. Cela change complètement la nature opérationnelle de toute mission. C'est comme jouer une partie d'échecs où chaque coup prend plus de 4 ans. Vous voyez le coup de votre adversaire, vous planifiez votre propre coup, et vous attendez 4 ans pour que votre réponse se reflète sur l'échiquier. À la fin de la partie, vous ou votre adversaire pourriez être déjà mort. La situation est exactement la même pour une sonde interstellaire. Les contrôleurs au sol sur Terre ne peuvent pas guider le vaisseau en temps réel. Ils ne peuvent pas tourner sa caméra vers quelque chose d'intéressant. Ils ne peuvent pas lui ordonner d'éviter un danger inattendu. La sonde doit exécuter chaque action pendant la rencontre. Soit avec des commandes préprogrammées des années avant le lancement, soit de manière autonome avec son intelligence artificielle embarquée. La sonde est complètement seule. Les astronautes d'Apollo ont connu un délai d'environ 1,3 secondes sur la Lune. Un équipage sur Mars serait confronté à des délais de 4 à 24 minutes.
Mais un équipage sur Alpha du Centaure serait confronté à un délai de plus de 4 ans. Ce n'est pas une difficulté de communication, c'est un abandon opérationnel. Car en cas d'urgence, en cas de problème, l'aide de la Terre mettrait plus de 8 ans et demi à arriver. D'ici là, la crise serait déjà résolue ou aurait tourné à la catastrophe. C'est pourquoi une mission interstellaire nécessite non seulement une machine, mais aussi l'un des agents d'intelligence artificielle autonome les plus avancés jamais conçus. Mais ce genre d'intelligence artificielle n'existe pas encore. Toutes ces difficultés techniques, la vitesse insuffisante des moteurs ioniques, la force brute de la propulsion nucléaire, l'échelle colossale des fusées à fusion, les besoins en infrastructures incroyables des voiles solaires, la pénalité de carburant exponentielle du ralentissement et les années d'isolement imposées par la communication pointent toutes vers une seule vérité. Atteindre Alpha du Centaure nécessite bien plus que de construire un meilleur moteur, car c'est une lutte avec les lois fondamentales de la physique. Mais ce qui est vraiment excitant, ce qui fait battre le cœur, c'est ce qui nous attend derrière ces murs d'ingénierie. Car malgré toutes ces impossibilités, ce que nous voyons lorsque nous tournons nos télescopes dans cette direction suggère quelque chose qui vaut la peine de prendre tous ces risques. Ce que nous voyons murmure qu'à l'autre bout de cette distance terrible, il pourrait y avoir quelque chose de familier. Peut-être des mondes. Il est temps maintenant de voir en quoi ces murmures se transforment. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Car malgré toutes ces difficultés techniques, toutes ces impossibilités, nous avons regardé dans cette direction. Nous avons regardé et nous avons vu. Si nos télescopes ont murmuré qu'à l'autre bout de ce vide de 40 billions de kilomètres, il n'y avait plus qu'un simple point de lumière. Ces murmures étaient d'abord vagues, puis ils se sont renforcés. Et maintenant, ces murmures se transforment en un CRI. C'est le point culminant de toute la vidéo, car nous dépassons les limites de l'ingénierie pour plonger au cœur de la découverte. Nous accélérons, car les découvertes sont choquantes. Les découvertes sont historiques. Et les découvertes transforment le système Alpha du Centaure d'un problème d'ingénierie en un royaume de possibilités à couper le souffle. Préparez-vous, car les secrets de notre plus proche voisin sont sur le point d'être révélés. La première bombe a explosé en 2016, pour la première fois de l'histoire. Une planète a été découverte en orbite autour de l'étoile, la plus proche, Proxima Centauri b. Elle ne devrait pas être là, mais elle était là. Une équipe utilisant le spectrographe HARPS de l'Observatoire européen austral a détecté une petite oscillation périodique dans la lumière de Proxima du Centaure. Cette oscillation était le signe qu'une planète tirait gravitationnellement sur son étoile. Le signal était incroyablement faible. Le changement dans le mouvement de l'étoile n'était que de quelques kilomètres par heure. La vitesse d'un homme qui marche. Mais le signal était là, et il avait une période de 11,2 jours. Cela indiquait la proximité incroyable de la planète avec son étoile. Cette distance n'est que de 7,5 millions de kilomètres. Moins d'un vingtième de la distance de Mercure au Soleil. Tiercetsas Mess. Comme Proxima du Centaure est beaucoup plus faible que le Soleil. Cette orbite plaçait la planète en plein dans la zone habitable de son étoile. C'est la plage de température où l'eau liquide pourrait exister à sa surface. La masse de la planète a été calculée à au moins 1,3 fois celle de la Terre. Cela signifiait qu'elle pourrait être un monde rocheux,
une super-Terre. C'était l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. L'étoile la plus proche, dans la zone habitable. Une planète semblable à la Terre. Le monde scientifique a été secoué. Des articles ont été publiés. La nouvelle a fait les gros titres. Mais cette découverte a également soulevé une question terrible. Proxima du Centaure est une étoile à éruption de type M, c'est-à-dire qu'elle explose régulièrement avec des éruptions géantes, plusieurs fois plus énergétiques que les plus fortes éruptions du Soleil. Ces explosions bombardent la planète de rayons X intenses et de rayonnements ultraviolets. C'est pourquoi Proxima b pourrait être dans la zone habitable. Mais était-elle vraiment habitable? Ou était-ce un rocher brûlé et nu, dont l'atmosphère avait été soufflée dans l'espace il y a des milliards d'années? Cette question a jeté une ombre sur l'enthousiasme de la découverte. Mais ce n'était que le début. Et puis, la chose la plus incroyable s'est produite. Une deuxième planète, dans le même système. En 2022, des données de l'instrument Espresso du très grand télescope au Chili ont révélé un signal encore plus faible. Ce signal avait une période de seulement 5,1 jours. Cela indiquait une planète tournant encore plus près de l'étoile. Proxima Centauri. Cette planète a battu un record, car c'était l'une des planètes les plus légères jamais découvertes par la méthode des vitesses radiales. Sa masse n'était qu'un quart de celle de la Terre, encore plus légère que Mars. Cela en faisait une sous-Terre. Proxima d était si proche de son étoile qu'elle était définitivement bien à l'intérieur de la zone habitable. Sa surface était probablement un enfer fondu. Mais son existence était incroyablement importante, car cela montrait que le système Proxima du Centaure n'abritait pas une seule planète, mais potentiellement une riche famille de planètes. Le fait que plusieurs mondes de taille et d'orbite différentes tournent autour de cette petite étoile a défié les théories de la formation planétaire. Donc c'était une énigme de savoir comment des systèmes aussi variés pouvaient bien se former autour de naines mesures. Cette découverte a prouvé que Proxima du Centaure n'était pas une étoile avec une seule planète, mais un système planétaire complexe. Les scientifiques étaient stupéfaits. 2 planètes, chez notre plus proche voisin, et cela a soulevé des questions encore plus grandes. S'il y en avait 2, pourquoi pas 3 ou 4? Pourrait-il y avoir des planètes plus grandes dans les parties extérieures du système que nous n'avions pas encore détectées? Mais le vrai choc n'était pas encore arrivé, car nous avons tourné nos yeux vers le cœur brillant du système, vers Alpha Centauri A, cette étoile si semblable à notre Soleil, et le télescope spatial James Webb a regardé. En août 2025, une équipe a publié l'une des découvertes d'exoplanètes les plus importantes de l'histoire. L'instrument infrarouge moyen de Webb a détecté un point de lumière près d'Alpha Centauri A, en imagerie directe. Imagerie directe. Ce n'était pas une déduction de l'oscillation de l'étoile. C'était voir la propre lueur thermique de la planète, sa propre chaleur. Ce pouvait être la première planète jamais imagée directement autour d'une étoile, aussi proche. Le signal était cohérent avec une géante gazeuse de la masse de Saturne environ, en orbite à environ 2 fois la distance Soleil-Terre de son étoile. Cette planète candidate se trouvait en plein milieu de la zone habitable d'Alpha Centauri A. C'était la candidate planète la plus proche, la plus froide, la plus ancienne et la moins massive jamais imagée directement. Comment cela était-il possible? C'était une révolution. Mais il y avait un problème. Lorsque l'équipe a effectué 2 observations de suivi début 2025,
La planète candidate avait disparu. Elle semblait s'être volatilisée. Était-ce une déception? Non. C'était une pièce du puzzle, car des simulations informatiques ont testé des millions d'orbites potentielles. Et les résultats étaient choquants. Dans environ 52% des configurations d'orbites stables, la planète serait devenue invisible pendant ces observations de suivi, en passant derrière ou devant l'éclat de son étoile. Sa disparition n'était pas la preuve de son absence. Au contraire, c'était cohérent avec l'existence d'un monde tournant sur une orbite elliptique. Et il y avait plus. Dans d'anciennes données du très grand télescope de l'Observatoire européen austral de 2019, mal comprise à l'époque, il y avait aussi un signal faible dans la même région. Si les deux détections avaient vu le même objet à différents points de son orbite. Cela indiquait une planète de la masse de Saturne, avec une période orbitale d'environ 1,5 à 2,5 ans. Ce n'était pas confirmé, c'était un candidat. Mais si c'était réel, cela changerait tout. Les planètes sont vraiment habitables. Y aller et analyser directement son atmosphère, sa surface, son champ magnétique. Mais nous ne pouvons pas y aller. C'est pourquoi nous sommes confrontés à l'ironie la plus grande et la plus cruelle de l'univers. L'univers a placé des mondes potentiellement habitables à l'adresse de l'étoile la plus proche. Et puis, il a entouré cette adresse d'un vide infranchissable de 40 billions de kilomètres. L'invitation est invisible. Mais la porte est verrouillée. Cela fait d'Alpha du Centaure un terrain d'épreuve, car si nous ne pouvons pas atteindre le système stellaire le plus proche, nous ne pouvons atteindre aucun système stellaire, car toutes les autres cibles sont plus lointaines. L'étoile de Barnard, le prochain système stellaire le plus proche, est à environ 6 années-lumière. C'est près de 50% de plus que Proxima du Centaure. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, est à 8,6 années-lumière. C'est plus du double de la distance d'Alpha du Centaure. Et ce sont encore nos voisins les plus proches. La galaxie elle-même mesure 100 000 années-lumière de large. C'est pourquoi la distance moyenne entre les étoiles est d'environ 4 à 5 années-lumière. La distance d'Alpha du Centaure n'est pas une anomalie. Elle est typique. La courbe de difficulté du voyage interstellaire ne commence pas à gérable pour monter à difficile. Non, elle commence à écrasant pour monter à incompréhensible. Cela signifie que la galaxie n'est pas une frontière. C'est une prison. Une prison dont les barreaux sont faits de distance. Et ce n'est pas une quarantaine imposée par l'homme. C'est une quarantaine cosmique imposée par la géométrie de l'espace. Ces découvertes, ces distances, ces impossibilités, lorsqu'elles sont rassemblées, révèlent une vérité fondamentale sur la place de l'humanité dans l'univers. L'univers semble être structuré de manière à rendre l'observation facile, mais la visite presque impossible. La lumière se déplace librement. Mais la matière est piégée. L'information circule. Mais les vaisseaux spatiaux rampent. Et l'exemple le plus frappant, le plus douloureux de cette asymétrie, est cette étoile brillante qui luit dans le ciel austral, Diakrapa Mes. Maintenant, après toute cette vitesse vertigineuse, ces découvertes épiques et ces chiffres écrasants, il est temps de s'arrêter un instant et de respirer. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Car cette distance, l'existence de ces mondes proches mais inaccessibles, a une signification non seulement scientifique, mais aussi philosophique. Que nous dit cette distance terrible et magnifique sur qui nous sommes et notre place dans ce cosmos gigantesque? Est-ce juste un problème d'ingénierie?
Ou est-ce l'une des conditions les plus fondamentales de notre existence? Et maintenant, après toute cette vitesse vertigineuse, ces découvertes épiques et ces chiffres écrasants, il est temps de s'arrêter un instant et de respirer. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Car cette distance, l'existence de ces mondes proches mais inaccessibles, a une signification non seulement scientifique, mais aussi philosophique. Que nous dit cette distance terrible et magnifique sur qui nous sommes et notre place dans ce cosmos gigantesque? Est-ce juste un problème d'ingénierie? Ou est-ce l'une des conditions les plus fondamentales de notre existence? Nous faisons maintenant face à la question la plus importante. Quelle est notre place dans cet univers? La réponse à cette question est cachée dans une série de contradictions profondes et troublantes. La première et la plus évidente contradiction est celle-ci: le gouffre infini entre pouvoir voir et ne pas pouvoir y aller. D'un côté, il y a un point de lumière brillant dans le ciel austral, que vous pouvez voir à l'œil nu par une nuit claire. Cette lumière provient de la danse gravitationnelle d'Alpha Centauri A et B qui dure depuis des milliards d'années. Lorsque nous regardons avec des télescopes comme le James Webb, nous pouvons même distinguer des mondes potentiels tournant autour de cette lumière, des planètes de la masse de Saturne. L'univers semble nous offrir généreusement les secrets de son plus proche voisin. Mais, de l'autre côté, il y a le fait qu'il faut 74 000 ans pour atteindre cette lumière, même avec notre vaisseau spatial le plus rapide. C'est la tragédie d'un enfant qui regarde la vitrine d'un magasin de jouets. Tu peux voir toutes les merveilles à l'intérieur. Tu peux les désirer. Mais la vitre est froide et dure. La porte est verrouillée. Cette vitre de 40 billions de kilomètres est le piège le plus cruel que l'univers nous ait tendu. C'est car il nous donne de l'espoir. Mais, ensuite, il limite cet espoir avec un vide infranchissable. C'est le rappel le plus douloureux de notre petitesse et de notre impuissance physique. Nous sommes des êtres qui se tiennent sur le rivage de cet océan immense, qui peuvent voir clairement la rive opposée, mais qui savent qu'ils ne pourront jamais y arriver à la nage. C'est une vérité tragique. C'est une frustration cosmique. Mais cette impuissance révèle aussi notre plus grande force, notre capacité à être témoin. Nous ne pouvons peut-être pas y aller. Mais nous pouvons voir, nous pouvons comprendre. Ces photons, quittant Alpha du Centaure, parcourent ce vide ahurissant pendant plus de 4 ans, à une vitesse de près de 300 000 km par seconde, juste pour atteindre nos yeux. Il n'y a que l'univers qui sera si avare avec la matière, est incroyablement généreux avec l'information. Il ne nous permet pas de toucher. Mais il nous accorde le privilège de voir et de savoir. C'est un miracle en soi. La tristesse de ne pas pouvoir voyager physiquement est équilibrée par l'émerveillement de pouvoir faire ce voyage intellectuellement. Notre esprit peut voyager là où notre corps ne pourra jamais aller. C'est pourquoi le fait que nous ne puissions pas y aller n'est pas un échec. Le fait que nous puissions voir est une victoire. Toi aussi, quand tu regardes le ciel nocturne, tu deviens partie de ce drame cosmique. Quand tu vois cette étoile brillante, tu ne regardes pas seulement un point de lumière. Tu es témoin d'un message venu d'au-delà du temps et de la distance. Ces photons ont accompli ce long voyage juste pour rencontrer ta rétine. C'est un lien personnel que l'univers établit avec toi. Et ce lien est bien plus profond que la distance physique. La deuxième contradiction est la tension douloureuse entre savoir et ne pas pouvoir faire. D'un côté,
il y a la victoire incroyable de l'intelligence humaine. Nous pouvons mesurer la distance d'Alpha du Centaure avec des instruments comme l'observatoire Gaïa, avec une précision d'un millionième de seconde d'arc. Nous savons que la parallaxe de Proxima du Centaure est de 771,64 millisecondes d'arc. Cela correspond à 4,2465 années-lumière. La précision de ce chiffre est vertigineuse. C'est une preuve de notre puissance intellectuelle qui nous permet de cartographier ce coin de l'univers, de comprendre sa géométrie. Nous savons que l'énergie nécessaire pour accélérer est calculée par la formule E égale un demi-mv carré. Nous comprenons comment l'équation de la fusée nous limite. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que cette connaissance ne nous rapproche pas d'1 centimètre de cette cible. Au contraire, plus notre connaissance augmente, plus la conscience de notre impuissance augmente. C'est une chose de savoir que la distance est d'environ 4 années-lumière. Mais savoir qu'elle est exactement de 40,1 billions de kilomètres, c'est comprendre à quel point le gouffre est profond. C'est comme si un prisonnier connaissait au centimètre près l'épaisseur des murs de sa cellule et le mécanisme de la serrure de sa porte, mais n'avait pas la force de s'échapper. Notre connaissance ne semble servir qu'à nous montrer à quel point nos chaînes sont solides. C'est la tragédie de notre intelligence. Nous pouvons comprendre. Mais nous ne pouvons pas changer. Mais savoir est une victoire différente de faire. Savoir, c'est établir un dialogue avec l'univers. Quand Thomas Anderson a mesuré la parallaxe d'Alpha du Centaure pour la première fois en 1839, l'humanité a parlé à une étoile pour la première fois. Elle a demandé « À quelle distance es-tu » et l'univers a répondu avec ce minuscule décalage angulaire créé par l'orbite de notre planète. Depuis lors, nous poursuivons ce dialogue. Nous cherchons ces planètes. Nous étudions ces atmosphères. Nous mesurons ces masses. Nous ne pouvons peut-être pas faire. Mais nous comprenons. Et comprendre est l'un des actes les plus profonds de l'existence. C'est transformer le bruit insignifiant de l'univers en une mélodie significative. C'est transformer le chaos en cosmos. C'est pourquoi le fait que notre connaissance ne nous y mène pas physiquement n'est pas une défaite intellectuelle. C'est la preuve que nous avons atteint une destination différente. La compréhension elle-même. Toi aussi, en entendant ces chiffres, en visualisant ces distances dans ton esprit. Tu deviens partie de ce dialogue. Ton esprit atteint un endroit où ton corps ne pourra jamais aller. Tu ne regardes pas seulement le point de lumière que nos ancêtres ont regardé pendant des milliers d'années. Tu comprends ce que c'est, et cette compréhension fait de toi une partie de l'univers. La troisième et peut-être la plus personnelle contradiction est la danse entre la solitude et la connexion. D'un côté, il y a un isolement absolu apporté par ces vides immenses entre les étoiles. Même notre plus proche voisin est à une distance de voyage de dizaines de milliers d'années. C'est une situation que Stephen Hawking a appelée la quarantaine cosmique. Nous sommes piégés sur ce point bleu pâle sur cette petite planète. Nous ne pouvons pas appeler à l'aide en cas d'urgence. Personne ne viendra. Aucun vaisseau de sauvetage n'est en route. C'est la vérité la plus fondamentale et la plus effrayante de notre espèce. Nous sommes comme des naufragés sur un seul radeau au milieu d'un océan immense et largement indifférent. Ce sentiment de solitude crée un frisson existentiel. Sommes-nous vraiment seuls dans cet univers? Le poids de cette question se matérialise dans ce vide de 40 billions de kilomètres. Cette distance n'est pas seulement un obstacle physique.
C'est aussi un mur philosophique, un mur qui nous sépare de tout le reste. C'est la solitude tragique de notre existence. Mais cette solitude crée aussi notre connexion la plus profonde. La distance d'Alpha du Centaure nous sépare physiquement. Mais la curiosité créée par cette distance nous unit. Où que tu sois dans le monde, quand tu regardes le ciel nocturne, tu vois la même étoile que quelqu'un en Australie, que quelqu'un au Chili, que quelqu'un en Afrique du Sud. Alpha du Centaure est un point de référence mondial qui unit l'humanité autour d'un objet de curiosité commun. Les télescopes que nous construisons pour l'étudier sont des collaborations internationales. Les articles où nous partageons les informations que nous obtenons sont une conversation mondiale. Cette distance nous force à nous concentrer sur un seul objectif, à unir nos ressources et à rêver d'un rêve commun. Ainsi, ce qui nous sépare est en fait ce qui nous rassemble. C'est l'un des plus beaux paradoxes de l'humanité. Au moment où nous comprenons que nous sommes seuls, nous comprenons aussi que nous sommes tous ensemble. Toi aussi, en regardant ce documentaire, en réfléchissant à ces idées, tu fais partie de cette connexion mondiale. Tu es l'un des milliards de personnes sur cette planète, et nous tous, sous le même ciel. Regardons les mêmes étoiles et posons les mêmes questions. Qu'y a-t-il là-bas? Sommes-nous seuls? Ces questions communes font de nous une seule famille, et nous pouvons voir, mais nous ne pouvons pas y aller. Nous savons, mais nous ne pouvons pas faire. Nous sommes seuls, mais en fait, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Ces contradictions ne sont qu'un début des leçons qu'Alpha du Centaure nous enseigne. Mais, au-delà de ces contradictions, se cache peut-être une vérité plus profonde, plus personnelle. Comment l'indifférence de l'univers, ces échelles gigantesques, se rapportent-elles à notre effort pour donner un sens à notre propre existence, si la distance ne porte pas de message? Alors, est-ce nous qui créons le message? Et c'est pourquoi la question de savoir si c'est nous qui créons le message, si la distance n'emporte pas, révèle peut-être la vérité la plus profonde. Oui, c'est nous qui créons le message, car l'univers lui-même est indifférent. Le fait qu'Alpha du Centaure soit à 4,24 années-lumière n'est pas un défi ou une invitation que la nature nous envoie. C'est simplement le résultat physique des conditions qui ont déterminé où une étoile s'est formée, dans ce coin de la galaxie. Il y a des milliards d'années. La distance ne porte pas d'intention, elle ne porte pas de sens. Elle existe, tout simplement. Mais nous, les humains, sommes des êtres qui ne supportent pas l'absurdité. C'est pourquoi, lorsque nous regardons ce vide indifférent, nous lui attribuons un sens. Nous le redéfinissons comme une frontière, un défi, un objectif, un rêve. Cela nous amène à la quatrième et peut-être la plus puissante contradiction. La lutte éternelle entre l'indifférence de l'univers et notre quête de sens. D'un côté, il y a l'échelle écrasante et impassible de l'univers. Si le vide de 40 billions de kilomètres ne se soucie pas que nous existions ou non. Les éruptions de Proxima du Centaure ne se soucient pas de savoir s'il y a de la vie sur les planètes en orbite. Cette indifférence crée un frisson profond qui remet en question la place de l'homme dans l'univers. Si tout est si absurdement grand et que nous sommes si absurdement petits, alors quelle est l'importance de nos efforts? C'est le fondement tragique de l'existence. Nous sommes des êtres avec des esprits en quête de sens, vivant dans un univers fondamentalement dépourvu de sens. C'est le vertige existentiel que nous ressentons en regardant ce vide. Nos rêves, nos peurs, nos amours, toute notre civilisation,
ne sont qu'un murmure inaperçu sur cette scène cosmique gigantesque. Mais le miracle de l'esprit humain réside précisément ici, et le fait que l'univers ne nous offre pas de sens ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Cela signifie que la tâche et le privilège de créer le sens nous appartiennent. L'indifférence n'est pas une malédiction, c'est une toile. Et nous sommes les artistes qui peignent nos propres histoires, nos propres rêves, notre propre science sur cette toile vierge. Planifier une mission vers Alpha du Centaure n'est pas seulement un acte d'ingénierie, c'est une rébellion contre l'indifférence. C'est dire, oui, tu ne t'en soucies peut-être pas, mais nous nous en soucions. C'est l'acte de créer du sens au milieu de l'absurdité, et c'est la définition la plus noble de l'être humain. C'est pourquoi, même si la distance elle-même n'est pas un message, notre réaction à cette distance crée le message le plus puissant sur qui nous sommes. Nous sommes la partie de l'univers qui interroge, recherche et finalement crée son sens. Toi aussi, en écoutant cette histoire, en visualisant ce système stellaire dans ton esprit, tu fais partie de ce processus de création de sens. Ta curiosité, ton émerveillement, est l'étincelle qui transforme ce vide froid et indifférent en un sanctuaire de sens et de but pour l'humanité. Cela nous amène à une dernière contradiction. La contradiction du temps lui-même, notre fugacité et notre permanence. D'un côté, il y a la brièveté impitoyable de la vie humaine. Une durée de vie d'environ 80 ans. C'est moins qu'un clin d'œil à côté du voyage de 74 000 ans de voyager vers Alpha du Centaure. Nous pouvons voir le début de ce voyage. Mais nous ne verrons jamais sa fin. Des centaines de générations après, nous ne le verrons pas non plus. C'est faire face à notre mortalité au niveau le plus fondamental. Nous sommes aux échelles de temps interstellaires, aussi éphémères qu'un éphémère. C'est une vérité triste, car cela signifie que nous n'aurons pas le temps de voir nos plus grands rêves se réaliser. Une sonde, envoyée vers Alpha du Centaure, arrivera à destination des milliers d'années après que nous soyons réduits en poussière. Cela révèle amèrement l'insignifiance cosmique de notre existence individuelle. Mais cette fugacité nous donne aussi une force incroyable, car nous sommes les maillons d'une chaîne qui hérite des rêves des générations qui nous ont précédés et qui les transmet aux générations qui nous suivront. Quand Thomas Anderson a mesuré cette distance pour la première fois, il a fait le premier pas d'un voyage qu'il ne verrait jamais. Les ingénieurs qui ont conçu les projets Orion et Daedalus ont rêvé de machines que même les petits-enfants de leurs petits-enfants ne pourraient presque pas construire. Nous faisons partie d'un effort qui s'étend au-delà du temps. Comme les maîtres d'œuvre médiévaux qui construisaient une cathédrale. Ils savaient qu'ils ne verraient jamais la cathédrale terminée. Mais ils ont quand même posé chaque pierre avec soin, conscients qu'elle faisait partie d'un projet bien plus grand qu'eux. Nous aussi sommes les maîtres d'œuvre de cette cathédrale. Nous construisons une cathédrale vers les étoiles. Et chaque découverte, chaque calcul, chaque rêve est une nouvelle pierre ajoutée à cette cathédrale. Cela crée une permanence qui dépasse nos vies individuelles. Nous sommes mortels, mais notre effort, notre rêve, notre curiosité sont immortels. Toi aussi, en apprenant cette information et en la transmettant à la prochaine génération, tu aides à la construction de cette cathédrale. Ta vie est peut-être courte, mais tu es un maillon indispensable de la chaîne de curiosité de l'humanité qui s'étend sur des milliers d'années. Lorsque nous rassemblons toutes ces contradictions, toutes ces pensées, nos sentiments à l'égard d'Alpha, du Centaure, deviennent complexes.
Après tout ce que tu as appris au cours de ce voyage, arrête-toi maintenant et demande-toi, que ressens-tu en regardant l'étoile la plus proche? D'un côté, un profond frisson et une tristesse face à la fragilité de notre espèce et à notre solitude absolue dans ce vide immense, une impuissance face au fait que nous sommes entourés d'un mur de 40 billions de kilomètres et que même nos efforts les plus audacieux ne sont qu'une petite égratignure sur ce mur. Ou de l'autre côté, un émerveillement et une fierté exultant face à la puissance incroyable de l'esprit humain, capable de comprendre toute cette structure immense, ces distances ahurissantes, cette physique complexe. Notre corps est peut-être emprisonné. Mais un espoir né du fait que notre esprit est libre et peut résoudre même les secrets les plus profonds de l'univers, les deux sentiments sont valables, car les deux sont vrais. La distance d'Alpha du Centaure est un monument à la fois à nos limites et à notre potentiel illimité. C'est à la fois notre prison et notre plus grande source d'inspiration. Maintenant, nous savons. Nous savons maintenant que l'étoile la plus proche n'est pas seulement un point de lumière. C'est un test, c'est un miroir. Il nous montre à la fois à quel point nous sommes petits et à quel point nous pouvons penser grand. Il nous rappelle à la fois nos limites et notre désir de repousser ces limites. Alors que nous arrivons à la fin de notre long voyage, nous comprenons que la terrible distance d'Alpha du Centaure est en fait un cadeau, car elle nous enseigne la leçon la plus importante de l'univers. Les plus grandes aventures ne se mesurent pas en kilomètres, mais en compréhension. Les voyages les plus lointains ne se font pas dans l'espace, mais dans l'esprit. Et les découvertes les plus profondes ne consistent pas à trouver de nouveaux mondes, mais à comprendre notre propre place. Alpha du Centaure continuera de briller là-haut, dans le ciel austral, indifférente, patiente. Et nous, ici, sur ce point bleu pâle, continuerons de la regarder, de la comprendre et de rêver d'un jour l'atteindre, car la distance est peut-être terrible. Mais la curiosité est bien plus puissante. Au cours de ce voyage, nous avons vu à quel point la distance entre les étoiles est un mur terrifiant. Mais je ne vous ai pas donné la vraie mauvaise nouvelle. Ce mur ne cesse de s'élever, car une force mystérieuse tissée dans la trame de l'univers repousse tout. Son nom est l'énergie sombre, et cette force agrandit les vides. Dans notre prochain voyage, nous explorerons ce qu'est cette force qui déchire lentement l'univers. Êtes-vous prêts ?